Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio déjà estival, il fait chaud. Pendant une heure, nous passerons en revue les actualités de la semaine écoulée et nous aurons déjà un regard porté sur l'été tout entier. Alors, on va évidemment parler du SAMU social, on va parler de remous sociaux et de crise politique. Et pour analyser et commenter cela, 2 invités politiques et 3 experts. Premier expert, c'est une experte, elle dirige la rédaction de Bel RTL, Barbara Mertens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Il enquête sur les dossiers bruxellois à la RTBF, Karim Fadoul, bonjour. Et elle chronique sur plusieurs médias, mais elle a commencé ici, c'est Salma Awash, bonjour. Bonjour. Alors, la commission d'enquête du SAMU social poursuit donc son bonhomme de chemin, et cela reste le sujet numéro 1 de la semaine, avec les démissions des uns et des autres, et notamment d'Yvan Maillot du PS. Et pendant ce temps-là, le SAMU social, le vrai, nage dans les difficultés. Reportage Elisabeth Groutars et Denis Caudron. Vous parlez quelle langue? Français? Début de maraude pour Christina, Roberto et Raphaël. Ils sont très attendus par ces sans domicile fixe qui vivent au pied d'un immeuble du centre-ville. Aujourd'hui, certains ont besoin d'une aide médicale. En plus de leurs problèmes quotidiens, ils se posent également quelques questions sur la gestion du SAMU social. Il paraît qu'il y a eu des problèmes, mais je ne sais pas quoi exactement. Depuis les récentes révélations dans la presse, ces travailleurs du SAMU social doivent répondre aux questions des sans domicile fixe et surtout aux critiques de nombreux passants. Ils nous pointent du doigt, on entend des jugements, des rires de leur part et ça nous fait pas du tout plaisir. Ça blesse un peu. Ça nous atteint, oui, voilà. Oui. Ce qui nous fait mal, c'est que chaque jour, on découvre des nouveaux faits dans les médias. Et ce qui fait très mal, c'est qu'à chaque fois, on parle de l'affaire SAMU social. Et ça, alors les gens, du coup, il y en a qui font des amalgames et qui mettent tous les travailleurs dans le même bateau, alors que les travailleurs de terrain n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au conseil d'administration. Et pourtant, ils subissent les conséquences de ce scandale. Le 15 juin dernier, 12 CDD n'ont pas été renouvelés. Le SAMU social a préféré ne pas reconduire ces contrats, ce qui, il est vrai, a un impact sur nos missions opérationnelles, parce que nous travaillons maintenant vraiment en flux tendu. Si certains membres du personnel sont malades ou en congé, nous devons sacrifier certaines opérations, et je pense notamment aux maraudes. Le SAMU social a également perdu 2 000 € de dons mensuels en un mois et craint que d'autres donateurs stoppent leur domiciliation. Sur le terrain, assistants sociaux et infirmiers espèrent à l'avenir conduire leur mission avec plus de sérénité. Il y a donc 2 côtés à cette affaire du SAMU social. Il y a la commission d'enquête, les scandales et aussi le vrai SAMU social. Barbara Mertens. Oui, mais c'est un chouette reportage parce que de voir les premiers intéressés et le décalage qu'il y a clairement entre les affaires, le monde politique et la vie, la vraie vie, dont celle des sans domicile fixe dans la rue. Et quand on entend ça, on se dit mais pourquoi autant de négligence? Pourquoi autant d'exagération dans l'attitude de ces responsables et notamment du SAMU social? C'est particulièrement choquant, évidemment, d'avoir des exagérations, des abus de la part de celles et ceux qui sont censés diriger l'institution et de voir qu'il y a toujours autant, voire même de plus en plus de gens qui en ont besoin, mais vraiment besoin. Et si on veut parler par exemple du parachute doré d'Yvan Maillot, des jetons de présence qui étaient plutôt des jetons de non-présence, c'est choquant. Et on peut comprendre que la population soit choquée. Karim Fadoul. Oui, on peut comprendre aussi que les travailleurs n'aient rien vu, en fait, tout simplement. Ils ont découvert tout cela avec la presse. Ils supposaient peut-être des choses, mais à tout le moins, pas de cette ampleur. Ce qui est également surprenant, c'est qu'on a parlé des dons, notamment, qui ont baissé. Il faut savoir que il y a eu 3 scandales au SAMU social. Un premier en 2000-2001, puis un deuxième en 2013. Et juste après 2013, quand on avait révélé la rémunération de Pascal Peretta, à l'époque directrice générale, les dons avaient également chuté. Et puis, ils avaient commencé à reprendre tout doucement. Et toute une politique qui avait été mise en place. C'était assez bien huilé, puisqu'il y avait des petits stands que l'on voyait un petit peu au coin des rues, du côté de Louise, etc. Des endroits très stratégiques. Et ça permettait justement de récolter des dons assez généreux. Et là maintenant, il y a tout qui retombe. Il y a vraiment tout qui retombe. Le SAMU social vit de l'argent public, mais également des dons. Et là maintenant, il n'y a quasiment plus rien, puisque tout ça va voler en éclats, tout ça va être repris par la région. De quelle manière, sous quelle forme, on ne le sait pas encore. Mais il sera intéressant de voir si le SAMU social, en tant qu'acteur principal de l'aide aux sans-abri, est-ce que ça va continuer à fonctionner
aussi bien, parce qu'il faut ça fonctionnait, ça fonctionnait sur le terrain. Il se trouve que derrière, il s'est passé des choses qui étaient inqualifiables. Est-ce que ce SAMU social va encore continuer à fonctionner de la même manière? Ça, on va le voir bientôt. Ça pose des vraies questions parce qu'on a des gens qui sont sur le terrain, qui sont vraiment connectés à la réalité. Et c'est terrible parce qu'en fait, on a déjà du mal à faire travailler sur la générosité des gens. C'est déjà de plus en plus dur parce que les gens sont méfiants, parce qu'on entend souvent des choses comme ça. Et si en plus, on a des gens qui sont... C'est des responsabilités. Je trouve que ce qui s'est passé, c'est totalement irresponsable socialement parce qu'on donne aux plus méfiants des raisons de se méfier davantage. Et donc, je pense qu'il faut aller travailler sur quelque chose de beaucoup plus fondamental, à savoir la façon avec laquelle on sépare les choses. Parce que c'est quand même pas normal qu'il y ait des gens qui soient sur le terrain, qui soient pénalisés parce qu'il y a une bande d'irresponsables qui ont fait des choses dans leur coin sans se concerter avec le terrain et puis voir les conséquences. Je trouve qu'on devrait avoir plus de reportages comme ça, en fait. On va voir s'il y a d'abord une réponse politique à tout cela avec nos deux invités du jour, deux députés pour Metz, et je leur propose de nous rejoindre en studio. Alors nous avons Bernard Clerfailly, député bourgmestre de Schaerbeek, et il est député bruxellois, et bourgmestre de Schaerbeek. Emir Kir, lui, est député fédéral, PS, et il est bourgmestre de Saint-Josse. Bonjour. Alors, tous les deux n'hésitent pas à ne pas nécessairement aller dans le sens de la ligne générale de leur parti. Donc j'espère qu'ils tiendront des discours assez libres. Ce qui consiste à dire la vérité, telle qu'on l'aperçoit. Ça, on verra. Et donc, voilà, vous avez vu le reportage, vous avez entendu les premières réactions sur le SAMU social, cette distance entre, effectivement, les décideurs au niveau du conseil d'administration et les gens de terrain. Il y a beaucoup de craintes. 12 CDD qui donc étaient arrêtés le 15 juin. On ne va plus travailler de la même manière au SAMU social, Bernard Clerfailly. Mais votre reportage l'indiquait bien, il ne faut pas que ce soit les travailleurs et le travail du SAMU social qui payent le prix de cette affaire. C'est du travail essentiel. On sait tous le nombre de clochards qu'il y a à Bruxelles, donc c'est d'autant plus détestable ce qui arrive au SAMU social. Mais il y a évidemment, j'ai envie de dire presque un grand nombre de fautes cumulées dans l'affaire du SAMU social. D'abord, évidemment, c'est quelqu'un ou des personnes qui ont déjà un bon salaire, président de CPS ou bourgmestre de Bruxelles ont déjà un bon salaire, qui en fait prennent l'argent des pauvres. C'est comme ça que les gens le comprennent. Hein. C'est l'inverse de Robin des Bois. Ils prennent aux pauvres pour donner aux riches plutôt que de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Deuxièmement, il y a un vrai problème de transparence. Et ça, aujourd'hui, il y a une demande citoyenne fondamentale d'être transparent sur tout ce que font et gagnent les hommes politiques. Et vous êtes prêt à accepter cette demande ? La transparence, moi je plaide pour la transparence depuis très longtemps. Je veux que dans les intercommunales, depuis très longtemps, on dise exactement quels sont les jetons de présence et les rémunérations. Au niveau de ma commune, je souhaite que l'on publie, on donne toute l'information, on le fait déjà. Je souhaite que dans plein d'endroits, en tout cas à Schaerbeek c'est le cas, il n'y a que 2 petites ASBL qui ont de tout petits jetons de présence. De tous les autres endroits de la commune, les structures communales, il n'y a pas de rémunération, pas de jetons de présence. Tout doit être public et transparent. On travaille avec l'argent public des gens. On doit être transparent. Et ce qui va dans le SAMU social aussi, c'est que le système, c'était aussi un peu comme Publifin, il y avait des rémunérations pour des gens qui ne prestaient pas pour des réunions. On a inventé des réunions bidons pour faire des rémunérations farfelues qui n'avaient rien à voir. C'est aussi un système où, donc je dis il n'y a pas de transparence, les montants sont excessifs, les personnes considérées atteignaient déjà le maximum de rémunération d'un homme politique qui est fixé par la loi à 150%, donc chercher un système pour détourner la rémunération globale. Et donc tout ça, ce n'est pas acceptable et aujourd'hui, il faut absolument mettre fin à tout ça et le principe de base, c'est la transparence. Emir Kir, comment vous expliquez cette cupidité de mandataires de votre parti, que vous connaissiez, que vous croisiez très souvent? Je voudrais d'abord dire que je partage la réaction de Bernard Clerfailly, je n'ai rien à ajouter. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais je dirais qu'il y a des gens qui courent derrière l'argent. Voilà, et je pense qu'il y en a partout. Et il faut des sanctions. Et je crois qu'aujourd'hui, cette commission d'enquête qui a été mise en place, elle devra faire toute la lumière sur ce qui se passe au SAMU social. Et par rapport aux travailleurs qui nous écoutent ou aux personnes qui sont en difficulté, les personnes fragilisées, voilà, il n'y a personne ici qui remet en question le travail qui est fait sur le terrain. Je pense qu'il faut envoyer ce signal. Mais il faut déjà anticiper ce que l'on devra faire. Et je pense qu'il faut maintenant probablement régionaliser cette compétence, ou en tout cas ce secteur. Nous, au niveau des communes, nous n'avons pas les reins solides pour pouvoir accueillir le sans-abrisme. Je crois que c'est à la région à reprendre le SAMU social en main, probablement en changer son nom,
et à faire en sorte qu'un accueil des sans-abri puisse continuer à être assuré au niveau de la région. Maintenant, sur ceux qui ont commis des fautes, il fallait des sanctions. Et donc aujourd'hui, je prends acte du fait que M. Mayer se démissionne du Parti socialiste. J'attends évidemment que Mme Peretta remette ce mandat ou qu'une sanction soit prise, parce qu'ils n'ont pas, je pense, leur place quand on a fait des fautes comme celle-là. Et donc, nous ne devons pas non plus donner l'impression que c'est toute la classe politique qui commet des fautes. Il y a des gens qui commettent des fautes, aux instances politiques à prendre leurs responsabilités, et je pense que le Parti socialiste va dans cette direction. Alors, juste pour signaler, on enregistre cette émission le vendredi après-midi, donc peut-être quand vous la verrez le samedi après-midi, Pascal Peretta aura peut-être déjà présenté sa démission ou aurait été exclu, on n'en sait rien à l'heure qu'il est. Bernard Clairfailly, sur la régionalisation du SAMU social, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais on vient de démontrer et de rappeler les chiffres, 96% des moyens d'action du SAMU social qui lui permettent de mener son travail pour les sans-abri viennent du budget régional et ou fédéral. Donc ce ne serait pas un non-sens que cette structure soit une structure organisée de manière publique afin que la transparence soit garantie, mais aussi qu'il y ait un contrôle convenable de l'argent public qui est dépensé dans le SAMU social. Et je pense qu'on doit aussi, et là je serai un petit peu critique, il faut aussi dépasser le cadre de l'accueil des sans-abri en période hivernale, qui est la période de pointe du travail évidemment, pour aller vers un travail plus structurel, parce que très franchement, de voir tant de clochards aujourd'hui, au cœur de l'été, à Bruxelles, ou dans des communes environnantes... Vous employez le terme clochard, c'est intéressant parce que vous êtes un peu le seul à l'utiliser. J'ai dit clochard comme ça, sans réfléchir, on dit sans-abri, c'est vrai, je m'excuse. Non, vous dites ce que vous voulez, surtout. Franchement, on voit des gens qui sont amenés à dormir à gauche, à droite, dans des parcs, dans des Porsche, et sans doute de etc. plus en plus. Et on en voit un grand nombre, et donc il faut dépasser le cadre... Les réfugiés aussi. Oui, voilà, exact. Il faut dépasser le cadre de l'accueil hivernal qui est nécessaire, parce que c'est une période de grande crise, de grande souffrance pour ces gens-là. Mais l'été, c'est pas plus agréable, ni pour eux, ni pour la ville. Et donc il faut qu'on ait des stratégies plutôt d'encadrement social sur le long terme pour faire sortir les gens de ces situations de sans-abrisme. Est-ce que c'est la SAMU sociale de gérer ça sur le long terme, c'est-à-dire faire en sorte qu'on en sorte complètement, ou est-ce que c'est plutôt d'autres fonctions, finalement d'autres compétences? Parce que là, on a une réponse d'urgence à quelqu'un qui est dans la rue, il y a peut-être... Mais je vais donner un exemple. Pour le moment, dans la station Madou, il y a le passage vers la place de la Liberté, et là, vous avez tout le temps en permanence des personnes sans abri, ou en tout cas qui ont des problèmes qui sont là. Et on a un problème de gestion avec cette situation. Alors la réponse, elle doit être multiple. Elle doit être sécuritaire. Quand on voit qu'il y a des sans-abri qui agressent des agents de la propreté, ça ne va pas. Donc on doit les traiter comme tout le monde, comme n'importe quel citoyen. Ils doivent être sanctionnés. Mais à côté de ça, l'accompagnement social aujourd'hui n'est pas suffisamment assuré. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que par rapport à cette problématique, il doit y avoir un travail pendant toute l'année, et il doit y avoir, je pense, un organe au niveau régional qui aide les communes, qui aide les associations à je dirais, avoir la même approche, une approche qui soit complète au niveau des fonctions et qui permette d'apporter des solutions. Parce que c'est vrai que cette situation, parfois, moi, en tant que bourgmestre, je n'ai pas les moyens d'y apporter les réponses adéquates. Karim Fadou. Vous avez eu des dizaines et des dizaines de réunions avec Yvan Mayer, que ce soit à la conférence des bourgmestres ou ailleurs, même par rapport au SAMU social et à l'accueil des sans-abri. Ce qu'on en a découvert sur sa personnalité, ses dérives, son comportement, etc. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont étonné, vous qui le croisiez bien plus souvent que nous? Ou est-ce que vous êtes dit, non, c'est tel qu'on le connaissait, on supposait qu'il était un peu comme ça. Joël Milquet a utilisé le terme Yvan Mayer est quelqu'un qui a un rapport particulier avec l'argent. Est-ce que ça vous a surpris? Bernard Clairfailly. Mais sa fiche de paye n'est pas inscrite sur son visage. Et quand on le rencontre en réunion, on parle de tel ou tel enjeu particulier. C'est le rapport de force classique de la politique. Quelqu'un qui était arrogant, méprisant, qui tapait du poing sur la table lors de réunions. C'est quelqu'un qui défend avec ardeur ses dossiers et qui est parfois capable de faire quelques numéros, ça c'est très clair. Mais ça ne dit rien sur son comportement à l'égard de l'argent. Et peut-être que Mme Milquet, qui l'a connue alors qu'elle était des chevines à la ville, dans la gestion concrète de la ville, a peut-être des informations ou des débats dans des alcôves, des colloques singuliers ou des endroits particuliers où on négociait telle ou telle chose ou des jetons de présence aussi ou ça, et elle a peut-être des informations que nous n'avons pas, nous, en tant que bourgmestre. Quelque chose à ajouter, Amir Kir, là-dessus? Je pense que c'est une grande gueule, et parfois ça a du bon, parce que parfois il fait bouger les lignes, et on peut parfois aborder certains sujets que parfois certains n'osaient pas.
Et par exemple, sur la sécurité, on se retrouverait très souvent avec des avis qui étaient convergents, parce qu'il a été un bourgmestre qui a assumé au sein pleinement... du PS, vous voulez dire? Non, au sein de la conférence des bourgmestres ou au conseil régional de sécurité. Est-ce qu'il voulait, par exemple, vous écraser lors de réunions? Bon, je pense qu'il y a des sujets, on y reviendra tout à l'heure probablement avec le sujet sur le piétonnier, où il y a la concertation qui a manqué, on le lui a dit, vous savez... Chacun défend évidemment âprement ses points de vue, mais c'est quelqu'un qui est entier. Maintenant, par rapport au rapport à l'argent, ça, on n'en sait rien évidemment. Moi, je ne suis pas au courant de plus en avant. J'ai justement une question. J'ai l'impression que ça va au-delà du rapport à l'argent. C'est-à-dire que oui, on peut être tenté de cupide, de vouloir cumuler, d'avoir plein de sources de revenus. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si on avait été déconnecté de la raison du SAMU social. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ok, c'est un truc comme un autre pour avoir un peu plus de sous. Vous voyez, est-ce qu'il n'y avait pas cette dimension émotionnelle qui aurait peut-être dû alerter à un moment donné et qui est peut-être distanciée du rapport à l'argent? Ça va peut-être au-delà. C'est peut-être pas tout à fait juste parce qu'il a quand même créé le SAMU social. Donc il était au départ de cela. Donc, mais les rémunérations ont commencé en 2006. Hein. Est-ce que c'est que Bernard Clairfeuille. Je comprends les questions de type moral que vous posez maintenant. Oui. Mais quand je vais à une réunion de bourgmestres ou de parlementaires, je n'ai pas d'opinion à avoir sur l'attitude morale de tel ou tel autre. C'est pas moi qui l'ai choisi. Il a été choisi par ses électeurs, par son parti, par ceux-là, et que j'aime ou que je n'aime pas tel ou tel aspect de son personnage. Vous faites de l'éthique et de la moralité. Voilà, je peux me faire telle ou telle idée, et quand bien même j'aurais une idée sur son éthique ou sa morale, que voulez-vous que j'en fasse, hein? Que voulez-vous que j'en fasse? Je n'ai rien à en faire. Je peux peut-être me dire, celui-là est un peu comme ci ou comme ça, je me méfierai la prochaine fois. Ou celui-ci, il est un peu... bon, voilà. Mais ça, c'est l'attitude que j'ai vis-à-vis des gens que je rencontre. Mais je ne suis pas là pour sonner, et donc je n'aurai pas d'informations précises. Je vous dis, je n'avais pas sa fiche de paye, je n'ai pas toutes ces informations-là. Tout ça était caché et secret. Je vous propose qu'on parle maintenant de la crise, parce que, évidemment, un peu en même temps, il y a eu cette crise politique qui ne facilite pas les choses. Ainsi, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on s'inquiète pour le cours de philosophie et de citoyenneté. Un reportage en commission cette semaine, Jennifer Istas et Quentin Rossels. D'ici 2 jours, les professeurs de morale et religion doivent choisir s'ils enseigneront le cours de philosophie et citoyenneté l'année prochaine ou s'ils continuent d'enseigner leur cours de morale ou religion. Un choix au 31 juin, difficile. Le temps de l'école se termine le 30 juin avec quelques jours supplémentaires pour les écoles. Nous reprenons le 15 août dans les écoles. Nous n'avons pas eu le temps d'organiser cela de manière optimale. Donc il faudrait vraiment, pour bien faire, postposer ça. Le temps politique est très contraignant par rapport au temps de l'école. Les professeurs de secondaire ne pourront pas combiner leur cours de morale-religion avec le cours de philosophie et citoyenneté, ce qui complique considérablement l'organisation des professeurs qui doivent cumuler jusqu'à 15 établissements scolaires différents. Ça devient maintenant véritablement une question de santé publique aujourd'hui. Pourquoi ? Les enseignants sont en burn-out, en dépression nerveuse, donc ce sont des situations qui ne sont vraiment plus tenables ni vivables. Une demande de report entendue, mais qui ne remet pas en compte l'agenda de la ministre. Je compte en tout cas essayer d'avoir une majorité la plus large possible autour de ce texte parce que c'est un texte important qui fonde un nouveau cours, c'est assez rare en Fédération Wallonie-Bruxelles, un nouveau cours avec une démarche différente pour les élèves, pour les enseignants, d'initiation à la philosophie et à la citoyenneté. Et à mon sens, on doit pouvoir travailler ensemble et trouver des solutions pour que ça soit aussi praticable le plus possible pour les enseignants sur le terrain. Le Parlement devra encore approuver le décret le 19 juillet prochain. Les directeurs d'école, en congé jusque mi-août, devront ensuite se débrouiller pour l'appliquer au 1er septembre. Alors Salma Awash, on a l'impression qu'on est un peu dans un certain chaos pour l'instant. Il y a plein de dossiers, on ne sait pas comment ils vont avancer. Oui, j'ai envie de dire, pendant toute cette crise, pendant ce temps-là, il y a des vraies choses qui se passent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on a élu des personnes pour nous représenter et faire avancer ces dossiers. Et puis, du coup, on a l'impression que c'est resté un petit peu bloqué au stand-by. Par rapport à déjà ce dossier de l'enseignement, j'ai l'impression de rentrer dans un truc où on ne sait absolument pas quand ça va se terminer, quelque part. Et il y a plein d'autres dossiers qui sont restés bloqués. Donc, j'ai envie de dire, peut-être il y a un moment, il faut se reconnecter avec les raisons pour lesquelles on fait de la politique, c'est-à-dire faire avancer les dossiers et moins s'atteler à des choses qui... Moi, j'ai envie de demander aux citoyens, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette crise politique et qu'est-ce que pour eux, ça fait vraiment avancer. Mais ils ne sont pas là. Oui, mais c'est une question que je me pose. Donc, alors, Bernard Clairfeuille, on voit que Écolo a dit qu'ils allaient voter les mesures du pacte d'excellence. Est-ce que Défi va les voter aussi, s'il faut des majorités de remplacement au niveau des parlements ? Sans encore parler des négociations au niveau gouvernemental. Je vais être très clair, il y a une crise politique, puisque un parti politique a tiré la prise des gouvernements, on le sait, c'est un fait, il faut en tenir compte.
Mais nous avons plaidé, et d'autres partis ont plaidé, pour dire ça ne supprime pas les gouvernements qui sont en place. Les gouvernements sont toujours en place, en région wallonne, en Communauté française et à Bruxelles. Et donc les dossiers qui sont sur la table doivent continuer à être traités. Il ne faut pas que... Ce pas des affaires courantes alors. Non, elles doivent continuer à être traitées. Alors, parce qu'il y a des gros dossiers. Il y a le métro à Bruxelles, il y a le métro, il y a les allocations familiales. Vous pouvez utiliser le mot affaires courantes, qui est un mot qui s'applique au gouvernement fédéral, qui a un régime de fonctionnement un peu différent. Exactement. Des régimes de fonctionnement des gouvernements dans les régions et communautés, puisqu'un gouvernement ne peut jamais qu'être remplacé par un autre. S'il n'y a pas une nouvelle majorité, à l'issue peut-être de longues négociations qui pourraient durer tout l'été, s'il n'y a pas un nouveau gouvernement qui remplace l'actuel continue à travailler. La remarque suivante que je voudrais faire, c'est que vous avez l'air dit qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table. On est au mois de juin. Je peux vous dire que chaque année, au mois de juin, il y a des gros dossiers sur la table. Tout d'un coup, les années parlementaires se terminent toujours avec tous les gros dossiers qui arrivent fin juin et juillet à voter avant le 21 juillet. Et nous, on sait que le mois où on travaille le plus, on a le plus de réunions, c'est juin et juillet parce qu'il y a plein de trucs à voter qui arrivent enfin. Pour qu'on puisse partir. Donc, on aura du boulot, on le sait, quoi qu'il arrive. Et il est souhaitable, sur le dossier en question ici, pour le cours de morale, etc., des enseignants, je crois qu'il y a une majorité qui veulent voter au Parlement, la Communauté française. Je pense qu'il y a une volonté politique qui dépasse d'ailleurs les partis et qui dépasse la majorité actuelle en Communauté française, de le voter, de faire avancer ce dossier. Et il y en a d'autres encore qui, j'espère, avanceront. Peut-être pas tous, parce qu'il y a peut-être encore des blocages politiques sur l'un ou sur l'autre, mais... on devrait continuer à fonctionner. Alors, Émir Ki, vous, au fédéral, là, ça continue à fonctionner, parce que là, il y a un gouvernement et un parlement, donc on vote des textes, ou pas. Est-ce que c'est quand même un peu bizarre comme situation d'avoir un partenaire qui ne veut même plus travailler avec vous? Mais c'est assez choquant. C'est avec vous, PS, qui ne veut plus travailler. Mais je dirais que la motivation est assez étonnante, parce que si vous prenez Carlo Di Antonio, il a aussi des difficultés, je dirais, dans son cabinet. Donc, si on parle des affaires... Il y a peu de partis qui ne sont pas touchés par les affaires. Donc l'argument, j'ai dit peu de partis. Il y en a quand même des partis non traditionnels qui ne sont pas touchés par les affaires. Donc je suis assez étonné par l'argument qui a été invoqué par Benoît Lutken. On pensait qu'il y avait des scénarios sur la table, qu'il y avait eu des contacts préalables, et finalement on se rend compte que c'est un coup médiatique, qu'il a joué un poker et qui se retrouve finalement un peu aujourd'hui dans des contacts. Et alors quand j'entends ces enseignants, en fait les enseignants nous disent aujourd'hui, on n'a pas eu le temps matériellement de préparer les choses. Il y a des enseignants qui travaillent dans différentes écoles qui n'ont pas le temps matériellement d'aller d'une école à l'autre. Donc c'est la raison, on ne demande pas des choses, je dirais, débiles. Donc il faudrait à un moment tendre l'oreille par rapport à ces enseignants qui sont prêts à travailler. Et je pense que ce texte peut être voté, moyennant, je pense, quelques aménagements pour permettre qu'une meilleure réponse soit apportée pour les élèves. Parce qu'à la fin, comme on le rappelait tout à l'heure, il y a quand même une politique de l'enseignement qui est indispensable. Et donc, je dirais pour le CDH, c'est vraiment étonnant cette attitude irresponsable, alors qu'il y a des dossiers, évidemment, qui sont extrêmement importants. Alors, au début de la crise, Bernard Clafailly, vous aviez sorti un premier communiqué qui était plutôt ouvert à une majorité qui ressemblerait à celle que vous avez à Schaerbeek, où il y a des libéraux, où il y a le CDH, il y a les écolos. Et là, on a l'impression que plutôt Défi est en pointe en disant pas question de changer la majorité, en tout cas à Bruxelles. C'est pas la ligne Défi. Vous n'avez pas... il n'y a pas eu de... J'ai mal lu votre communiqué. Non, vous lisez mal. Vous lisez mal, vous lisez très très bien, mais vous cherchez à provoquer un peu pour essayer de faire des déclarations fracassantes dans cette émission ce samedi après-midi. Non, c'est pas du tout... c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Défi n'a pas pris d'attitude aujourd'hui sur comment et avec quel gouvernement sortirons-nous de la crise. Défi aujourd'hui a pris attitude mais pour quand on exige qu'il faut régler le survol de Bruxelles pour le MR et virer Joël Milquet pour le CDH, on ne met quand même pas toutes les chances de son côté pour une négociation. Défi prend attitude aujourd'hui pour dire que cette crise est provoquée par un ras-le-bol et un dégoût de la population sur une série d'affaires qui, semaine après semaine, entachent gravement l'image de la politique et mouillent ceux qui ont été pris que la main dans le pot de confiture et ceux qui ont les mains propres. Mais tout le monde est mouillé et ça impacte la manière dont on peut faire la politique aujourd'hui. Il faut absolument tourner la page et régler ça. Et on doit être certain que demain, les hommes et les femmes politiques qui continueront à faire ce boulot, c'est un noble travail que la politique de faire ces débats, de gérer les intérêts des différentes couches de la population, les différents enjeux. Il faut les régler de manière pacifique et démocratique. Ce noble travail doit être fait avec des gens qui ne sont pas entachés de toute une série de choses qui vont venir salir et retarder le travail politique. Et aujourd'hui, le boulot il est sûrement sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour
voir clair, avoir confiance. Et puis on aura des débats sur le fond. Et sur le fond, on aime rappeler qu'il y a toute une série de dossiers qui touchent toute une série de parties. Et il faudra qu'on les mette sur la table si on veut faire un vrai débat de fond. Mais alors pourquoi dans votre communiqué, vous dites que votre majorité communale fonctionne bien avec des partis qui pourraient ressembler à une majorité au niveau régional? J'ai été interrogé. Le CDH tire la prise. Et moi, en général, on m'interroge. Parce que curieusement, à Schaerbeek, j'ai depuis 15 ans, je pense, une bonne majorité qui fait du bon travail, qui redynamise cette commune, où, curieusement, le PS n'est pas là et on fait une majorité avec des défis, des libéraux, des écolos. C'est une majorité un peu exotique, un peu anormale, atypique. Elle fonctionne bien. CDH maintenant. Et elle fonctionne bien. Et des libéraux qui ne sont même plus au MR. Oui, mais non plus. Enfin, dans l'histoire, il y a eu plus de libéraux, puis un petit peu son parti, les CDH sont revenus. Bon, et ça fonctionne bien. Donc moi j'ai été interrogé, j'ai dit ça peut fonctionner sans le PS. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça doit nécessairement, mais ça peut fonctionner. Et en tout cas, nous avons une majorité qui n'est pas entachée d'enjeux de mauvaise, qui n'est pas entachée d'enjeux de mauvaise gouvernance, parce que nous sommes transparents. Nous sommes transparents depuis très longtemps, et c'est comme ça que nous aimons à travailler. Et donc on a évacué les questions de gouvernance et de transparence, et on se préoccupe de questions de gouverner, de bonne gestion de la ville, et ça peut marcher. Alors, Emerkir, sur ces négociations, est-ce qu'il faut absolument des Bruxellois au gouvernement, des socialistes bruxellois au gouvernement bruxellois? Est-ce que rien ne peut se faire sans les socialistes à Bruxelles? Non, je pense que le cimetière est rempli de gens irremplaçables et le monde continue à tourner. Je pense qu'il ne faut pas être dans une posture arrogante. Je crois qu'il faut être particulièrement modeste. Et j'aime ce qui a été dit tout à l'heure par Selma. Les gens attendent qu'on gouverne, qu'on prenne des mesures pour répondre à leurs besoins. Et si, quand on retire la prise et qu'on n'a rien en réponse, c'est quand même une attitude irresponsable. Je pense que le PS attend que les discussions se poursuivent et à un moment donné, voilà, il faudra peut-être prendre une responsabilité. Loretta Onkelings a été claire, elle a dit qu'elle attendrait encore quelques semaines et qu'après elle prendrait une responsabilité s'il le faut, parce qu'on doit continuer à assurer la continuité des services pour les Bruxellois. C'est essentiel. Alors, avant de parler de gouvernance, parce que ça, c'est le sujet suivant, évidemment, les cumuls et tout ça, je voudrais vous soumettre notre rubrique tête d'affiche. C'est-à-dire, je vais vous montrer à chacun 4 visages qui ont fait l'actualité de la semaine. Et vous allez choisir un de ces visages en le commentant, en bien ou en mal. On va commencer par vous, Emerkir. Alors, qui choisissez-vous? On commence par Serge Crèvecoeur, le coach du Brussels Basket, qui part en France. Puis Benny B, l'icône hip-hop à l'occasion de l'entrée du mouvement au musée. Catherine Deboll, la patronne de la police, qui affiche des chiffres de criminalité en baisse. Ou enfin, Jean-Michel De Waal, qui a démissionné de son poste de vice-recteur de l'ULB pour des raisons encore mystérieuses. Alors, Crèvecoeur, Benny B, Catherine Deboll ou Jean-Michel De Waal? C'est un choix cornélien. Ah oui, c'est vraiment un choix cornélien. Je vais choisir Benny B. Oui, je trouve que c'est bien d'apporter une reconnaissance à la diversité de la culture. Et je trouve que ce qu'il a produit dans les années 80, 90 et qu'il continue à faire mérite aussi qu'on s'y arrête. Et je trouve que cette reconnaissance elle arrive aujourd'hui et il n'est jamais trop tard et je voulais le mettre en avant. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Oui. Alors, vous, Bernard Clairfailly, c'est 4 autres visages. On va commencer avec Olivier De Scac, le défenseur anderlechtois condamné pour avoir parié sur ses propres matchs. Boris Diliès, le nouveau futur bourgmestre d'Uccle. Accro, l'ex de Starflamme, le boss de la nouvelle radio web vidéo de la RTBF. Ou encore Lydia Moutier-Bellé, la nouvelle conseillère communale PS à Bruxelles, qui, selon ses propres déclarations, doit tout à Dieu et beaucoup moins au PS. Alors, qui choisissez-vous? De Scac, Diliès, Accro ou Moutier-Bellé? Ah, le choix est assez... Ah oui, c'est pas mal. Intéressant. Pas mal, Bon, écoutez, je vais saluer Boris Diliès. Je lui souhaite bonne chance. Futur collègue à la tête de la commune de Uccle. Je lui souhaite bonne chance. Il succède dans des conditions qui ne sont pas faciles, puisqu'on a connu les actualités qui ont entaché la commune d'Uccle. Il doit y avoir, évidemment, des petites déceptions chez d'autres dans le choix de Boris Diliès. Mais c'est un jeune homme et il faut lui souhaiter bonne chance, parce que être bourgmestre, ce n'est pas un job facile. Et autant avoir... Il ne faut pas cumuler à ce moment-là. Autant avoir... c'est plus simple. C'est plus simple. Autant avoir quelques soutiens. C'est un jeune homme de 44 ans qui ne va pas cumuler. C'est ce qu'il a annoncé. Il sera parmi les... Enfin, c'est pas le seul, mais il n'y a pas beaucoup de bourgmestres, mais les 2 nouveaux bourgmestres, les 2 jeunes, en tout cas, ont dit qu'eux ne cumuleraient pas. Alors ça nous amène à cette question de la gouvernance. Mais on va quand même regarder le reportage sur ce qui était fait à la Chambre, parce que cette semaine, il y a eu la dernière réunion, c'était prévu comme étant la dernière réunion sur le renouveau
renouveau politique. Reportage Martin Collier et Quentin Rossels. 4 mois après son instauration, c'est l'heure des bilans à la commission pour un renouveau politique. Pour le PS, pointé du doigt dans l'affaire Publifine et celle du SAMU social, on n'est pas allé assez loin. C'est un bilan demi-teinte parce que j'ai un peu le sentiment que la majorité MRNV a eu des difficultés elle-même en interne à se mettre d'accord. Donc au fil des accords de majorité, on a un peu, je dirais, diminué les ambitions. Parmi les avancées, on note la transparence des rémunérations, tant privées que publiques, mais aussi le respect strict du plafond des 150%, y compris pour les fonctions spéciales. Un plafond qui n'inclut pas les revenus privés. Sur ce point, pas d'accord. Même constat sur le décumul des mandats. Il n'y a pas une seule proposition, parmi toutes celles que les écologistes ont formulées, qui est retenue par le MR. Alors que veulent-ils ? Est-ce qu'ils veulent assainir le système politique comme les écologistes le veulent ? Ou est-ce que le MR veut simplement que d'autres cas du type de Decker puissent se reproduire ? Quand il est question de passer à l'acte et d'enfin décider et d'enfin faire des pas ambitieux en la matière sur le cumul, eh bien, rien. La majorité gouvernementale a décidé de bloquer. Du côté de la majorité, on renvoie chacun à ses responsabilités. Ceux qui plaident aujourd'hui pour le décumul total avec force et vigueur ne se le sont pas encore appliqués à eux-mêmes. Alors moi j'ai envie de leur dire, chiche, faites-le d'abord au sein de vos partis politiques et puis après on pourra voir ce qui sera fait au niveau du Parlement fédéral, de la Chambre, mais aussi au niveau des entités fédérées. Les travaux de la commission se terminent. Les propositions de loi sont, elles, attendues pour un vote en séance plénière, au mieux avant le 21 juillet et le début des vacances parlementaires. Alors Karim Fadoul, on en parle beaucoup de cette gouvernance, de ces cumuls, et on ne voit pas encore grand-chose arriver. Absolument rien. Et pourtant, on traverse un momentum assez particulier, je veux dire, où il est clairement en question de gouvernance, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Carfailly. Je pense que c'est maintenant qu'il va falloir opérer la révolution. Et on se rend bien compte que tout le monde n'est pas prêt, parce que les propositions vont dans des sens divers, au MR, au PS, on va d'ailleurs le voir lors du congrès, on voit très bien qu'on est plus pour un décumul au niveau des rémunérations et pas nécessairement au niveau des mandats. Et donc c'est aujourd'hui qu'il va falloir montrer à la population qui voit tout cela et se dit mais c'est pas possible, on en apprend des vertes et des pas mûres de jour en jour. C'est maintenant qu'il va falloir montrer à la population qu'on est capable de modifier la manière de fonctionner, que le monde politique est capable de véritablement faire son aggiornamento, c'est-à-dire se dire que ok, il faut se rapprocher de la population et comprendre les besoins et les attentes de la population. Mais je crois qu'ici que nos 2 députés bourgmestres n'ont pas envie de laisser tomber leurs 2 jobs. Émir Kir, vous trouvez que le cumul de fonctions est tout à fait jouable, c'est le cumul des rémunérations qui ne vous plaît pas. Partons du problème. On peut parler de meilleure gouvernance. D'ailleurs, on a mis sur la table pour le congrès de dimanche toute une série de propositions qui sont audacieuses et qui vont permettre, je pense, de mieux coller aux attentes de la population. Il Publifine, SPPC, SAMU social, c'est ça qui est étonnant. Je reprends vos mots et j'y adhère. Je pense que dans des moments de crise, les opportunités sont nombreuses pour changer les lignes. C'est difficile en temps normal parfois de faire bouger les lignes. Allons-y. Par exemple, la parité homme-femme, on la veut dans tous les gouvernements, dans les collèges. C'est présenté dimanche lors du congrès. Nous avons aussi proposé un contrôle accru des lobbies économiques. Avoir le listing des personnes qui vont voir les parlementaires dans le cadre de leur travail de lobby. La transparence des rémunérations privées, c'est aussi quelque chose qui est dans le pipe. Maintenant, sur les affaires en tant que telles, je voudrais ici dire que vous créez, pas vous en tant que tel, mais vous créez un lien dans l'opinion publique entre des bourgmestres échevins qui occupent une fonction de député et des personnes qui courent derrière l'argent. C'est faux, c'est archi faux. Ni Moreau, ni Gilles, ni Mailleur, Peretta sont échevins bourgmestres et sont présents dans une assemblée. En réalité, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Et Yvan Mailleur a été député président de CPS. De quoi parle-t-on ? On parle en fait, il peut y avoir quelques exceptions, mais de quoi parle-t-on ? Les affaires, c'est quoi ? C'est des mandats dérivés, ou des mandats qui sont faussement privés, où des élus s'octroient de l'argent, dans une opacité totale. C'est ça les affaires. Et donc il y a des gens qui courent derrière l'argent, et puis d'autres qui respectent tous les plafonds légaux. Moi, vous savez, j'ai toujours respecté tous les plafonds qui ont existé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et il faut réagir. Et je pense que nous devons faire un effort. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ce débat que certains ont provoqué en disant, mais au fond, c'est la concentration du pouvoir qui créerait des problèmes. C'est le fait qu'il y ait trop de personnes qui sont à la fois dans les exécutifs locaux et dans les parlements.
Nous avons proposé une ligne qui est intéressante, c'est de dire, faisons un effort vers la population, décumulons au niveau financier. Donc c'est la proposition, effectivement, que j'ai soutenue avec d'autres, en disant, on va exercer le rôle au niveau communal à titre gratuit, ce qui nous permet de continuer à être, je dirais, dans la proximité et de pouvoir être un relais dans les assemblées. Vous allez perdre combien, par exemple, si vous l'appliquez à vous? Donc c'est un tiers de votre salaire. Exactement. C'est un tiers de mon salaire. J'arrive à 150% par rapport à cela. Mais je n'ai pas terminé. Oui. Pour faire de l'assainissement financier au niveau politique, nous avons proposé au niveau de ma section socialiste à Saint-Josse, et qui a été d'ailleurs soutenu par la section de Kuckelberg et par d'autres sections au Congrès fédéral bruxellois. Et j'espère que ça sera demain proposé au Congrès national du Parti socialiste. Nous avons proposé une mesure qui est très simple et qui peut mettre fin à toute une série d'errances que nous avons actuellement. Tout élu socialiste ou non élu socialiste aurait comme plafond de revenus la rémunération d'un député fédéral. De cette manière-là, on met fin à tous les problèmes qu'on a. Et puis à côté de ça, évidemment, au niveau des contrôles, il est évident mais on peut cumuler les fonctions. C'est ça que vous voulez dire. Ce que je dis, c'est que vous n'allez... De toute façon, c'est un faux débat. Vous savez que le jour où vous faites le décumul des fonctions, vous pensez que quand on est, à 2200 €, vous pensez que vous allez pouvoir interdire qu'ils soient enseignants à côté, qu'ils soient architectes à côté. Donc, il faut à un moment donné aussi avoir une analyse un peu plus globale et se dire que le problème aujourd'hui, c'est ceux qui ont causé les affaires et c'est par rapport à ça que nous devons répondre. Alors, Bernard Clairfaille, quelle est votre réponse à ce niveau-là, au niveau du cumul? Moi, je suis bourgmestre et député depuis 17 ans, et avant j'étais échevin, député, et j'ai rarement, je crois presque jamais, été interpellé dans la rue par des citoyens qui s'étonnaient de ce cumul. Peut-être certains se demandaient combien je gagnais. Et là-dessus, pas de problème, je gagne le maximum légal de ce qu'un homme politique peut gagner, 150% du traitement d'un parlementaire. Et d'ailleurs, mon parti, le FDF, Défi, a fait un effort de transparence, puisque sur le site de Défi, vous avez le cadastre du montant que gagnent l'ensemble des députés, parlementaires, échevins du parti, et qui respectent tous la norme légale. Alors j'entends que le PS maintenant fait assaut de propositions, parce que dans les partis traditionnels, on a pris toute une série de gens qui avaient la main pleine de confiture dans le pot, donc il faut un petit peu nettoyer une série de choses, et nettoyer les armoires, et laver les mains de tout le monde. Ne dites pas nettoyer les écuries, vous. Nettoyer les écuries d'OGH, je peux prendre la formule. Elle celle du président. Hein, oui, mais elle fait plaisir à certains, mais elle fait référence un peu gréco-latine. Oui, tout le monde sait pas très bien les travaux d'Hercule. Mais donc, je crois que le vrai problème, et on vient de le dire, les gens qui ont été pris la main dans le pot de confiture, c'est des problèmes de transparence. Ce n'est pas principalement un problème de cumul. Je peux comprendre qu'on discute du cumul, je suis prêt à en parler. Mais le vrai problème, c'est la transparence. C'est être certain que les hommes politiques qui utilisent l'argent public, qui vient des impôts de tout le monde, pour faire ceci, des structures, parfois des structures utiles, parfois des structures inutiles, parfois des structures utiles où on demande vraiment aux gens de travailler et on peut justifier un jeton de présence pour autant qu'il soit transparent et vérifiable et que la presse peut dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Ou des structures où il y a des gens qui travaillent bénévolement. Mais l'important, c'est la transparence et qu'il y ait un contrôle public là-dessus. Pour moi, ça c'est l'essentiel. Et puis on discute maintenant cumul, non-cumul. Moi je pense, mais je me trompe peut-être, que quand je suis au Parlement, je peux apporter une expérience de mandataire local qui peut éclairer les débats d'une certaine manière, et je pense que c'est parfois utile au débat, parce que voter des textes de loi sans se préoccuper de la manière dont ils peuvent être perçus, mis en œuvre au niveau local, n'est pas toujours pertinent. Et quand je suis dans ma commune, je peux aussi comprendre les évolutions législatives, le débat budgétaire de la région et inscrire ma commune dans la dynamique régionale. Je pense que c'est utile. Mais mon salaire est clairement limité, mon salaire est transparent, et je pense que c'est bien comme ça. Je voudrais mettre sur la table 2-3 choses dont on ne parle pas dans le débat. Dans le débat. Oui, quoi? Eh bien, je trouve aujourd'hui, j'ose le dire maintenant, on devrait aussi discuter du salaire des ministres. On devrait aussi discuter du nombre de ministres. Nous avons trop de ministres du côté francophone, 19, alors que les Flamands font avec une dizaine de ministres. De la taille des cabinets ministériels. Le ministre-président à Bruxelles a un cabinet d'une centaine de personnes. Et je touche aussi, les miens sont aussi au pouvoir là-bas. Donc, je pense aussi qu'on devrait diminuer la taille des cabinets ministériels. Le salaire des ministres, par exemple, c'est curieux, les ministres ont plus ou moins tous le même salaire, mais à Bruxelles, on a 100 € de plus que les ministres fédéraux. Ça, c'est quand même bizarre. Hein. La question, c'est peut-être pas le salaire des ministres, mais aussi le système des cabinets TAR qu'on a en Belgique et qui est quand même plutôt particulier. Voilà, les cabinets,
Et la question du lotissement de l'administration, c'est un terme technique, mais on envoie les copains des cabinets prendre les fonctions. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Prendre les fonctions. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment à Bruxelles avec la mise en place des OIP. Prendre les fonctions dans une série d'administrations. Et ça, je trouve aussi malsain. Et c'est aussi quelque chose qui doit être mis sur la table. Mais sur le reste, il faut être transparent. On a dit que c'était des gens qui réussissaient les examens et donc que c'était transparent. Émir Kir ? C'est pas ça qu'il a pointé, Bernard Clerfailly. C'est ça. Attendez. On va laisser Émir Kir répondre. Je crois que M. Deleu a parlé de concours qui permettent à des personnes, par exemple, de travailler dans un organisme d'intérêt public. Ici, on parle des cabinets politiques. Et par exemple, si vous êtes dans un cabinet... Il parlait des lotissements. Je parle aussi d'administration. Si on parle de l'administration par les partis politiques, on sait bien qu'en région Wallonne, pour être un peu plus loin de chez nous, en région Wallonne, il y a un rapport 2 tiers, 1 tiers entre le PS et le CDH. Moi, je pense une personne à la fois. Émir Kir, la parole à la défense. Moi, je pense qu'on peut discuter de ça. Je pense que tous les deux, on a exercé des responsabilités ministérielles. Et effectivement, on a constaté un certain nombre de choses. Moi, par exemple, parfois le modèle américain me séduit. En me disant, tiens, dans l'administration, au lieu d'avoir un chef de cabinet, le directeur général de l'administration, si on avait une seule personne, peut-être que les choses seraient plus faciles. Mais d'autres plaident pour l'idée que l'administration doit avoir son propre avis. Donc, ce n'est pas au simple. à Bruxelles, combien de personnes il y avait dans ton cabinet quand tu étais secrétaire d'État au gouvernement bruxellois? Plus d'une quarantaine. C'était trop. J'ai été secrétaire d'État au fédéral. J'ai été secrétaire au fédéral. Au même moment où tu étais secrétaire d'État à Bruxelles, secrétaire d'État au fédéral, il y avait en tout 14 personnes. J'avais beaucoup de compétences. Non, mais si tu étais si compétent, tu avais besoin de moins de personnes pour t'aider. C'est pas pour mes compétences, c'est les compétences exercées, parce qu'on a des compétences à Bruxelles. Indépendant des compétences. C'est un failli. Et le cabinet, c'est pas seulement l'expert technique. Oui, mais moi, l'expert technique, c'est l'administration. Si je peux terminer, je n'ai pas de problème. S'occuper de la fiscalité, notamment de cette fraude fiscale, et vous occupez évidemment, il a réduit les effectifs pour ne pas traiter la question. Non, c'était une boutade. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut traiter. On peut traiter cette question. Je pense qu'on doit la traiter, mais il ne faut pas non plus éluder les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est quand même une commission d'enquête, puis une deuxième, avec des problèmes où des gens courent derrière l'argent. Donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, par rapport au rapport à l'argent, nous devons apporter contrôle et plafond. Il faut à un moment donné aussi dire, voilà ce qui est la rémunération d'un homme ou d'une femme politique, et il n'y a plus rien à côté. Je trouve qu'à un moment, nous devrions tous, ensemble, passer ce cap. Mais malheureusement, actuellement, on est occupé à nous noyer dans des débats qui sont tous intéressants, mais qui permettent de cumuler salarialement pour toute une série de personnes, qu'ils soient élus politiques ou qu'ils soient désignés par des partis politiques. Et je suis sûr qu'on reviendra de nouveau avec des problèmes plus tard. Le problème, c'est qu'on ne sortira pas de cette problématique de gouvernance. On en reparlera à la rentrée, je vous promets, en septembre. Et à la rentrée, on parlera aussi du social, parce qu'il revient au galop. Alors, il y a des actions du non-marchand qui se plaint de la crise. Il y a eu aussi vendredi des manifs de la FGTB qui se plaignaient, elle, des décisions du fédéral en matière de pension. Émir Kir, est-ce que vous sentez qu'il y a une tension dans ceux que vous représentez, puisque vous êtes au PS et la FGTB en est proche, par rapport aux décisions du fédéral sur les pensions notamment? C'est-à-dire que les décisions sont prises, et comme aujourd'hui on est un peu pollué par les affaires que nous avons qui prennent une place, elles doivent occuper une place. Il y a toute une série de mesures qui commencent à porter leurs effets. Et les gens, évidemment, le ressentent, les travailleurs le ressentent, et c'est notamment l'allongement, évidemment, de la carrière, travailler jusqu'à 67 ans. C'est aussi le saut d'index, et tout ça, évidemment, fait hurler les travailleurs. C'est fini le saut d'index, hein? Non, mais le saut d'index, quand vous l'avez fait une fois, il s'applique jusqu'à la pension. Donc, quand vous avez fait le saut d'index il y a 2 ans... Et le tax shift n'a pas... Ah non, c'est justement ça qu'ils dénoncent. Ils dénoncent le fait qu'ils ont un manque à gagner au niveau de leur pouvoir d'achat, alors qu'ils doivent travailler plus. Et donc, toute ma solidarité, évidemment, avec les travailleurs. Salma Ouache. Je peux imaginer qu'on soit plutôt perturbé. C'est un peu comme si on vous dit que vous avez cotisé toute une partie de votre vie pour avoir une retraite, et puis un petit peu avant, on vous dit finalement, il n'y a plus. Bon, à un moment donné, c'est peut-être aussi quelque chose qui a été communiqué, pas forcément de la même manière, parce que de l'argent, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, on ne sait pas non plus faire de miracles au niveau, même si on est politicien, on ne sait pas faire de miracles avec les budgets, avec l'argent. Donc, je peux imaginer que ce soit très perturbant, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne sais pas. C'est simple. Quand on voit ce qui a été fait juste avant avec Elio Di Rupo, il y a fallu quand même un travail important. Et je pense que M. Clerfailly était aussi dans ce gouvernement, un travail important qui a été réalisé. Pas dans celui-là, juste avant. C'était juste avant, c'est vrai. Tu n'y as pas contribué, c'est ce que je voulais dire. Je corrige. Je n'ai pas fait ce truc-là. Oui, donc
on avait été chercher énormément d'argent dans la fraude fiscale. On parle de montants jusqu'à 7 milliards d'euros en 3 ans. L'allocation de chômage aussi. Oui, mais merci Monsieur Fadoul, je peux compter sur vous. On l'avait peut-être oublié. On l'avait oublié. Non. Il en a pleuré. Les syndicats n'ont pas oublié. Mais je ne vois pas le lien, mais bon, je veux bien en parler. Il y a une grande chose qui ont été faites. Je rappelle que c'est ça aussi, et les syndicats s'en souviennent aussi. On n'avait pas touché... Oui, mais si vous voulez qu'on ait un débat sur ce gouvernement, on peut en avoir. Mais vous savez, quand vous avez eu un pays qui était au bord de la rupture pendant plus de 500 jours et que vous faites un accord de gouvernement, ce n'est pas un point qui a été inscrit par le Parti socialiste. Mais quand vous faites un gouvernement, vous n'êtes pas seul autour de la table. Nous n'avions pas 51% des voix. En Belgique, c'est toujours Non, comme ça. ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, ce bilan sur le plan économique et social, en dehors de ce que vous avez dit, est un bilan positif au niveau de la lutte contre la fraude fiscale. Mais cet argent qu'on ne va plus chercher dans la fraude fiscale, eh bien, on va la chercher dans la poche des travailleurs et des pensionnés. C'est ça l'explication, madame. Attendez, je voudrais peut-être juste que... Si vous n'avez plus les 7 milliards, vous n'allez plus chercher les 7 milliards. Aujourd'hui, c'est 360 millions par an. S'il vous plaît. Bernard Clairefeuille, vous êtes économiste de formation, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a moyen de régler le problème des pensions sans qu'à un moment donné, ça fasse mal à l'un ou à l'autre? Le problème des pensions, il faut bien le comprendre, c'est pas l'argent que l'on cotise chaque année n'est pas mis de côté quelque part. C'est pas comme quand je fais, moi, mon épargne et que j'ai mon petit carnet livré avec ma petite somme qui grossit, et puis le jour où je peux partir dans ma maison de campagne, j'ai mes petites économies pour payer mes dépenses. C'est un système de répartition. Ça veut dire que je paye aujourd'hui, cet argent est dépensé pour payer les pensionnés de maintenant, ces gens qui ont 70, 80, 90 ans, qui reçoivent leur pension, et en échange de ça, on me promet que le jour où moi j'arriverai à la pension, ceux qui ce jour-là travailleront, on prélèvera sur leur salaire, leur cotisation sociale pour payer ma pension. Et donc, le problème des pensions aujourd'hui, c'est qu'on a un peu trop promis par le passé. On a promis des choses que l'économie d'aujourd'hui et de demain ne sera plus payée. Et donc, on revient un peu sur les promesses. Alors, je ne dis pas que la manière dont on revient est bon ou pas bon. J'explique le cadre global. C'est que ce qu'on a promis n'était sans doute pas payable. Et donc, il est légitime de revenir. Et vous voyez tous les pays qui nous entourent, avec des configurations politiques très différentes, de la gauche ou de la droite, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, partout. On a pris des mesures de ce genre pour réduire un peu la promesse qui était faite à tout le monde, et ça fait un peu mal à tout le monde, il faut le reconnaître. Je veux quand même dire un mot sur l'économie, pourtant mon parti, dans l'opposition, devrait critiquer, etc. La Banque nationale vient de sortir son rapport, indique que la croissance en Belgique sera d'environ 1%, 1,5%. C'est un taux moyen dans l'Europe, c'est similaire à l'Allemagne, c'est un peu mieux que la France. On crée de l'emploi. C'est une bonne chose. Alors je pense qu'on ne croit pas assez vite, qu'on ne crée pas assez d'emplois, mais donc le bilan est assez middlemat, comme on dit à Bruxelles, assez mitigé. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais crier au loup est à mon avis excessif. Passons à notre dernier sujet de cette émission. Le piétonnier, il a fêté ses 2 ans jeudi. Reportage de Marine Hubert et Anaïs Letiex. Une fanfare et des élus tout sourire. L'inauguration du piétonnier nous plonge dans un autre temps. 2 ans plus tard, le piétonnier fait grise mine. C'est moche pour le commerce, c'est moche pour les gens qui viennent visiter, il y a tout le temps des travaux. C'est un peu chaotique pour passer, on est parfois dans des cul-de-sac un peu, mais je pense qu'au final ça peut être bien. Un anniversaire au son des pelleteuses. Sur la place de Brouckère, ces travaux d'étanchéité se terminent. Mais le véritable réaménagement du piétonnier n'a même pas commencé. Et pourtant le permis d'urbanisme est octroyé. Les travaux peuvent donc commencer. Pour cette ancienne échevine flamande, c'est à cause de Belliris, le fédéral donc, que cela coince. Je pense que c'est à Renders, à la ministre Renders maintenant de signer, désigner l'entrepreneur et voilà, on est là. Donc il faut plus traîner. Je pense que ça a déjà traîné trop longtemps et il faut avancer. Avancer vers ce projet final. Une place de Brouckère recouverte de pierre bleue, un boulevard en spac bordé d'arbres. C'est la première phase de ce réaménagement censé commencer maintenant, mais impossible d'avoir plus de détails. Contacté par téléphone, Belliris refuse de communiquer sur son calendrier. Et pendant ce temps-là, les citoyens s'impatientent. Quand on dit on fait un essai, eh bien malgré tout, même si l'essai est mauvais, on garde l'essai. Une espèce de Champs-Élysées sans voiture, je trouve ça génial. Mais bon, je veux dire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, c'est pas encore terminé. C'est effectivement avant tout un boulevard de travaux que les Bruxellois ont devant eux, car la deuxième phase du chantier concerne la Bourse, zone classée, pour laquelle un permis spécial doit encore être délivré.
Alors Barbara Martens, vous qui êtes une néo-bruxelloise depuis quelques mois maintenant, vous attendez avec impatience ce piétonnier, je suppose. Oui, et en ce moment, c'est la cour des miracles. Le piétonnier de Bruxelles, c'est vraiment la cour des miracles. Quelle que soit l'heure à laquelle vous y passez, que ce soit pour le traverser, pour le longer, c'est vraiment la cour des miracles. On ne sait jamais très bien à quoi s'attendre. Et c'est dommage. Ça fait 2 ans, on n'a pas pu fêter cet anniversaire parce que honnêtement, qui aurait envie d'aller faire la fête dans les travaux et derrière les barrières de travaux. Et la personne qu'on entendait dans le reportage parlait de travaux qui ne commençaient pas, mais il y a encore des recours aussi. Et il y a des nouveaux recours qui vont encore être introduits, que ce soit par les riverains, que ce soit par les commerçants. Et j'ai entendu dire, mais c'est pas vérifié, je ne devrais pas le dire, mais que le soir de l'annonce de la démission d'Yvan Mayer, on a un peu fait la fête là, du côté des commerçants. Voilà. On peut le Donc, dire. mais voilà, mais comment vit-on dans ce piétonnier? Pas bien. Alors, Émir Kir, vous êtes tout proche là, Saint-Josse, donc vous devez être au courant de tout ce qui se passe. Ah non. non. J'ai pas dit que c'était de votre faute. Hein. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu la concertation la plus aiguë, la plus fréquente. Nous n'avons pas eu de concertation. Et donc j'ose espérer qu'avec l'arrivée de Philippe Claus, nous aurons la possibilité d'avoir de nombreux échanges, parce qu'il y a un impact directement sur les communes voisines, sur Saint-Josse, mais aussi sur Schaerbeek, mais aussi sur Saint-Gilles et Ixelles. Enfin, toutes les communes sont impactées. Je pense que, en regard de ce que je viens d'entendre, il y a des recours qui sont introduits. Voilà, le nouveau bourgmestre prendra langue avec les commerçants, avec les habitants. Je pense qu'il faut un dialogue, il faut restaurer la confiance, une concertation qui soit régulière et peut-être, je dirais, adapter, amender le projet. Vous savez, un boulevard de cette ampleur qui devient piétonnier, ça n'existe pas beaucoup dans le monde. Et si j'ajoute que la rue Neuve est déjà piétonne, que toute une série de rues de l'époque médiévale tout autour de la Grande Place sont piétonnes, il faut réfléchir à la masse. Est-ce qu'il y a une masse critique suffisante pour faire un aussi grand piétonnier? Vous voulez revenir sur le piétonnier? Non, ce que je dis, c'est que quand vous faites un piétonnier où il y a déjà des piétonniers à la ville de Bruxelles, en fait, on ne crée pas un piétonnier. Il y a déjà la rue Neuve. Vous avez tout le quartier UNESCO. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir à la taille, et notamment quelque chose qui est essentiel pour faire vivre un piétonnier, c'est le tram ou le bus. Je pense qu'avoir ce contrôle social qui est exercé grâce à la STIP ou d'autres sociétés, je pense que c'est des choses sur lesquelles il y aurait peut-être matière à porter une réflexion. Est-ce qu'on peut encore faire des grands travaux, Bernard Clairfailly, à Bruxelles? Vous allez avoir les travaux du métro. Est-ce que ça va bien se passer ou est-ce qu'il faudra aussi attendre plus longtemps que prévu? Des travaux qui vont bien se passer, vous en connaissez, vous en avez déjà vu? Si vous en connaissez, présentez-les-moi. Mais donc des travaux, c'est toujours un chamboulement dans le quartier. Et bien sûr, dans les quartiers, nous craignons un peu les travaux du métro, même si on peut se réjouir de l'arrivée potentielle, parce qu'actuellement, ça a l'air de retarder un peu, du métro sur notre territoire. Mais ici, je reviens sur le piétonnier. Moi, je veux dire de manière simple, je pense que le piétonnier, piétonniser le cœur de la ville, c'est une bonne chose. Toutes les grandes villes le font. Nous qui sommes touristes et qui allons partout, nous nous réjouissons de centres-villes rendus aux piétons, aux chalands, à ceux qui aiment les terrasses, les commerces dans les centres-villes et admirer les bâtiments, les beaux monuments des centres urbains. C'est une très bonne chose. Mais comme on vient de le dire aussi, peut-être ne fallait-il pas le faire comme ça. Il y a déjà des zones piétonnes. Ce dossier a manqué de concertation. C'est aussi un problème de gouvernance, la concertation avec les gens. Travailler ensemble à réussir ensemble un projet. Et pour un bourgmestre, aussi avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi au début. Aussi avec ceux qui ne comprennent pas le projet que je mets sur la table, parce qu'eux aussi sont des habitants, et avec eux aussi je dois créer une cohésion, un projet, et tenir compte de leur force à eux de bien réagir, d'accompagner le projet. Le bourgmestre, il a besoin de ses commerçants dans le centre-ville. Il ne peut pas vivre contre ces commerçants qui sablerait le champagne le jour où il s'en va. Ça n'a pas de sens. Et donc moi je pense qu'il aurait fallu faire, en tout cas si c'est moi qui l'ai fait, j'aurais pris ma zone piétonne et j'aurais dit j'ai un plan pour 10 ans, je veux l'élargir et je veux faire 5 rues par-ci, 5 rues par-là et je vois un peu les commerçants, les quartiers qui bougent et si ça marche bien, les commerçants auraient été demandeurs, mais venez plus chez moi, comme ça j'ai attiré le chaland, le touriste. Et comme ça on réussit un projet collectif ensemble. Et ici, je crains que si le dossier était majeur, je crois qu'aujourd'hui l'affaire est close. Karim Fadoul, vous vouliez encore dire un mot? Parce que la conclusion est pratiquement faite. Exceptionnel. C'est que dire de plus. Non, mais c'est juste, voilà, on en est où on en est aujourd'hui. C'est la faute à qui? C'est au pouvoir public, c'est aux opposants, c'est au manque de concertation. Voilà, on a tous un peu dressé un constat. On se rend compte que, voilà, pour l'instant, qui a envie d'aller se balader sur ce piétonnier?
Pas grand monde. Et je dirais en période estivale. Donc, il y a des activités quand même. Les terrasses vont être là. Voilà, donc c'est pas très agréable pour l'instant. Sur papier, c'est très beau. Hein. Sur papier, en vidéo, c'est très beau. Oui, le résultat sera très beau quand il sera là. Alors, coup de cœur maintenant, les derniers coups de cœur de la saison. Barbara Mertens, on commence par vous. Et justement, Bruxelles, voilà. L'été. Coup de cœur, l'été à Bruxelles, parce qu'il y a plein d'activités. Je vais passer tout l'été à Bruxelles et je m'en réjouis d'aller sur les rooftops prendre un verre, d'aller visiter l'expo qui est consacrée justement à Beaux-Arts, à Yo, ça s'appelle. Ouais. Donc, la nouvelle expo du MIMA qui est consacrée au street art aussi et tout ça. Alors, je vais tester la passerelle aussi de Bruxelles-les-Bains avec beaucoup d'émotion. Vous, Karim Fadoul, vous allez être complètement corporate. Hein, vous, hein. Non, du hip-hop encore et toujours, avec le nouveau média lancé par la RTBF, donc Tarmac, ex-Média Z, piloté de main de maître par Accro. Starflame. Donc c'est un média en plus qui est assez original parce qu'il utilise les canaux d'aujourd'hui, quoi, hein, les réseaux sociaux principalement. Et donc c'est très intéressant. Et donc je mets ça en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure dans les têtes d'affiche, avec l'expo à Beaux-Arts. Juste une petite chose, ça fait au moins 15 ou 20 ans qu'on ne dit plus yo dans le rap. C'est has-been, ça. Et en tout cas, vous avez réussi à construire un métro beaucoup plus vite que celui de Scarbeck. Parce qu'il y en a un dans le studio. Exceptionnel. Le studio est exceptionnel. Alors, vous avez bien un tram, vous. Nous. Oui, tout à fait. Mais nous, il est vrai et il roule. Salma Awash, vous parlez d'un livre très rapidement, Kaboul Express. Kaboul Express de Cédric Banel, donc, qui nous met un peu dans la tête. Alors, c'est une sorte de 24 heures chrono où les grands films qu'on a vus ou les séries qu'on a vues sur le terrorisme. Donc, c'est en livre, c'est très bien fait. On tourne les pages, c'est ce qu'on appelle les pages Turner un peu décomplexées, c'est très intéressant et on est dans la tête de plusieurs djihadistes et de la lutte antiterroriste, mais sauf que c'est de la fiction un peu réalité, quoi. Alors en un mot, les coups de cœur de l'été pour nos hommes politiques. Bernard Clairfailly, un conseil à Scarbeck. Mais dans les quartiers, ça vibre aussi autour du parc Josaphat, le grand programme Park to Be pour la 2e année. On anime le parc Josaphat tout l'été pour que les gens puissent profiter du parc Josaphat, tout le monde partant en vacances, une activité par jour et chaque week-end un peu plus d'activités pour tout le monde. Nous aussi, il y a pas mal d'activités dans les espaces publics, mais peut-être mon coup de cœur, c'est Bruxelles fait son cinéma. Ils font ça dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup d'espaces verts. Et à Saint-Josse, c'est le 17 juillet, au Jardin Saint-François. Merci à tous, invités chroniqueurs. On se retrouve la saison prochaine, ce sera le 2 septembre. Au revoir à tous.